Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 19e étape de ce Tour de France 2023. Le Jura, mais le Jura en contournant les bosses. C'est un petit peu le principe de cette étape, c'est-à-dire qu'on passe par le Jura. Alors c'est pour dire qu'on traverse le Jura, mais en gros, c'est une étape qui sera quand même plutôt pour les sprinters, même s'il y a une petite côte de 3e catégorie à 30 km de l'arrivée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez peut-être en difficulté sur cette étape. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis, vous pouvez aller voir TikTok avec le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée. On commence tout de suite avec cette vidéo. Eh bien, une étape numéro 19 qui n'est pas extrêmement passionnante, on va dire, du côté du parcours. C'est-à-dire que quand on nous a dit qu'on allait traverser tous les massifs montagneux, on se disait « Ah, ça va être chouette !» Et puis bon, au final, c'est une étape de plat qu'on a au programme. Pas énormément, même de dénivelé positif. Le profil est un peu trompeur, le profil que je vous ai trouvé sur ProCyclingStats, il est même un peu trompeur. Parce qu'on a l'impression que c'est Liège-Bastogne-Liège alors que pas du tout. Mais c'est vraiment une étape de transition. Et je pense que c'est une étape de transition qui va convenir aux sprinteurs. Autant peut-être la veille, les équipes de sprinteurs ont pu se faire avoir. Là, je ne pense pas, déjà parce qu'elles auront eu le temps de se refaire un petit peu la cerise. Et parce que les 7 km, plus de 7 km 700 d'arrivée en ligne droite, ils vont pas laisser passer cette occasion de faire un beau sprint. Donc ça va être un sprint très nerveux. En plus, je pense qu'il y aura pas mal de vagues dans le final. Mais je ne pense pas que des coureurs seuls arrivent à s'échapper sur cette étape. Du côté du dénivelé positif, 1934 mètres. C'est la 15e étape du côté de ce classement. Et du côté de la montagne, on aura seulement 3 points disponible. Toujours ce problème de barème du classement de la montagne qui n'est pas très favorable quand même aux baroudeurs. Ça serait bien de régler le problème parce que ça fait depuis 10 ans quand même qu'on a changé ce barème. Ça fait depuis 10 ans que c'est quand même très souvent un leader du général qui prend ce maillot à poids sans même le faire exprès. Bon. Encore la magie de Christian Prudhomme du côté de la direction du Tour de France. C'est-à-dire qu'il a du mal à comprendre certaines choses, Christian Prudhomme, j'ai l'impression. Bon, on passe tout de suite à la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de l'étape numéro 19. On part de Moirans. Moirans en montagne, précisément, pour arriver à Poligny. Alors, vous voyez que le transfert n'a pas été si long que ça pour arriver jusqu'à Moirans en montagne. Bon, il faut passer par Oyonnax, mais je pense que ça doit être à peu près 1 heure de route. Par contre, il faut prendre en compte quand même qu'à la fin de l'étape, il y aura un énorme transfert pour rejoindre l'étape du Markstein, pour rejoindre Belfort. Ça va être un long transfert où il va falloir traverser le Doubs, notamment. C'est pas forcément simple à 2 jours de l'arrivée, ce type de transfert. Bon, l'étape, comme vous le voyez, elle passe notamment pas très loin de Lons-le-Saunier, mais il n'y a pas de difficulté technique sur ce parcours. On peut même dire que c'est plutôt rectiligne, mais vous verrez pourquoi dans le final. Moirans en montagne, Poligny, 173 km, avec 2 difficultés au programme, la côte du Bois de Lyonge et la côte d'Ivory. C'est quand même un petit peu vallonné sur la journée, mais ce n'est pas des grandes difficultés. Vous voyez, c'est mal plat, ça c'est ce qu'on peut dire, mais il n'y a pas de véritable grande difficulté. On part de Moirans en montagne, quelques petites bosses pour arriver au kilomètre 23.5 sur la côte du Bois de Lyonge, et kilomètre 9 à 5,8 de moyenne, côte de 4e catégorie. Bon, vous voyez, il y a un passage compliqué pendant 500 mètres à 7%, sinon c'est 6% également sur les 400 derniers mètres. C'est juste pour vous dire qu'il faut faire attention également parce que
l'échelle de la carte peut faire croire que c'est très compliqué certaines bosses, alors que regardez, l'échelle est sur seulement 800 mètres de hauteur. Et donc ce qui fait que la bosse de la côte du Bois de Lyonge, on croirait que c'est Liège-Bastogne-Liège, mais pas vraiment au niveau de Liège-Bastogne-Liège. On redescend avec une petite portion de plat, voilà, Pont de Poite, Doucier, ça regrimpe un petit peu vers Mont-sur-Monnet, avant le sprint intermédiaire qui sera juste après une descente du côté de Ney. On passe à Champagnole, Montrond, Pont-d'Héry, Salins-les-Bains et la côte d'Ivoirie, son côte de 3e catégorie, 2 km 3,6,2 de moyenne au kilomètre 144,5, c'est-à-dire à 30 km de l'arrivée, cette côte d'Ivoirie. Un passage à 7,6%, on va dire 1 km et demi à 7%. Voilà, pour vous dire un petit peu la difficulté. Est-ce que ça va permettre à des équipes de vraiment lâcher les sprinters en les larguant complètement dans le final ? Pas si sûr. Et puis le final, bon, vous allez voir, c'est très rapide. C'est tout droit. 7 km 700 de ligne droite, il n'y a pas un rond-point, il n'y a rien. Voilà, c'est assez exceptionnel. Avec un final en léger fond plat montant, mais vraiment léger fond plat montant. Vous voyez, dans le dernier kilomètre, on passe de 278 mètres d'altitude à 282 mètres. Donc, ce serait vraiment rien. Et donc, 7 km 700, parce que c'est même plus de 7 km, la ligne droite, 6 mètres 50 de large. Moi, j'avais vu 7 km 700 de ligne droite. Donc, c'est énorme. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette arrivée. On passe tout de suite au segment Strava. Du côté de la présentation du parcours, 2 segments Strava. Le premier, c'est la côte du Bois de Lyonge, 4 minutes 05. Alors, moi, j'ai une moyenne chez les professionnels de 5 minutes, mais pourtant, dans le top, j'ai pas de temps réalisé par les professionnels. En fait, les meilleurs temps ont été réalisés dans une cyclo-sportive qui s'appelle la Forestière. Organisée par la Forestière et qui passe donc dans ces coins-là. Bon, voilà, cette côte du Bois de Lyonge. Donc 4,05 moyenne chez les pros, 5 minutes moyenne chez les amateurs, 7,27, mais je n'ai pas de temps chez les professionnels. C'est Alexandre Martin qui a fait 4 minutes 05 à 25,4 de moyenne, voilà, sur cette montée. Et il l'a réalisé le 22 septembre 2018. Du côté de la deuxième montée, c'est la côte d'Ivoirie, donc la côte dans le final, 5 minutes 28 pour cette côte d'Ivoirie, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus courte que la partie qu'ont pris les organisateurs. Alors là, le temps a été réalisé par Sébastien Reichenbach, mais à l'époque, il était espoir, et c'était lors du Tour de l'Avenir. Il y a 12 ans qu'il a réalisé ce meilleur temps, donc en 5 minutes 28, la moyenne chez les pros est de 6,63, la moyenne chez les amateurs de 10,08. Il avait fait donc à l'époque un temps canon, mais il n'est même plus dans le top du classement, puisqu'il a été battu par Brent Van Moer le 8 juin en 4,51. Et puis il est même plus dans le top 10 pour tout vous dire. Reichenbach, j'ai Lenny Martinez en 4,51, Tige Bennett en 4,51, un Oscar Only aussi en 4,52. Voilà, Van Avermaet 4,53, Jorgensen 4,53. Il y a dû avoir une course qui a dû passer dans cette région-là pour que tous les temps soient changés par rapport à ce que nous disait le Tour de France. J'aurais dû regarder un petit peu plus tôt le tableau pour éviter de dire cette bêtise. On passe à l'histoire du Tour de France et on va parler du Tour de France 2016 avec l'étape numéro 16 qui partait de Moirans pour aller à Berne. Étape pas très difficile avec une côte de 4e catégorie, mais dans le final nous avons une bosse pavée. Au général, Froome a 1 minute 47 d'avance sur Mollema et Adam Yates est 3e. Sagan est en tête du maillot vert devant Cavendish. Le début d'étape est un petit peu nerveux avec pas mal de rythme. Au bout de 10 km, la bonne échappée est sortie avec 2 coureurs d'ETX Quick-Step. On retrouve à l'avant Tony Martin et Julien Alaphilippe. Derrière, pas mal de coureurs sortent en contre, mais ils n'arriveront jamais à les rejoindre. On peut citer Nicolas Heydet, Lawson Craddock ou encore Lindemann du côté de la Jumbo. On parle de paire, mais c'est plutôt en fait Martin qui tracte Julien Alaphilippe dans cette échappée. Le peloton contrôle les 2 hommes et le duo de tête n'aura que 6 minutes d'avance au maximum à 125 km de l'arrivée.
Les équipes de sprinteurs se méfient de Tony Martin comme du lait sur le feu parce qu'il a déjà réalisé des échappées qui durent extrêmement longtemps sur les étapes de plat, notamment, je m'en souviens d'une, sur la Vuelta. Puis on rappelle qu'il est champion du monde du contre-la-montre. L'écart va très vite descendre au niveau de la minute et au sprint intermédiaire à Annay, Julien Alaphilippe passe en tête devant son équipier. Le peloton est à 40 secondes. À 2, le match est déséquilibré et Julien Alaphilippe est repris à 25 km de l'arrivée. Tony Martin va résister 3 km de plus. Quand il est repris, c'est Rui Costa qui part en contre. Il va conserver 15 secondes d'avance sur le peloton, mais les routes larges de Suisse n'aident pas le Portugais. La bosse dans le final va mettre quelques coureurs en difficulté, surtout que Seb Van Mark, je la prononce de la même manière que Steve Chenel, attaque. Mais la Giant Alpecin de Degenkolb revient rapidement sur lui. Le sprint est lancé par Valverde, qui est bien suivi par Christophe, qui le déborde, mais de l'autre côté de la route. Sagan a trouvé l'ouverture. Le Slovaque lance son vélo et il devance Christophe sur la ligne. Nouvelle victoire sur le Tour pour Sagan, qui augmente son avance au maillot vert sur Cavendish, qui n'a pas fait le sprint. Pas de changement du côté du général. La cycliste du jour, c'était Vita Music. Professionnelle depuis 2018, championne de France en 2021, 6e de la dernière Vuelta, elle avait fait une très belle performance, elle était plus en difficulté sur le dernier Giro, 8e du Tour de France 2022 où elle avait fait 2 très belles étapes de montagne, 10e du Giro 2021 avec une victoire d'étape, 5e de la Flèche Wallonne du côté du Mur de Huy cette année, 5e de Plouay également en 2021 et de San Sebastian. 3e au championnat d'Europe Espoir en 2021 et puis en 2022 et 2023, c'est un petit peu sa course de prédilection, l'Alpe Grésivaudan classique. Et Vita Music qu'on retrouvera lors du Tour de France Femmes. Bien entendu, ça sera une des têtes d'affiche femmes. Il n'y a pas que Juliette Labousse dans le cyclisme féminin français. Il ne faudrait pas sous-estimer notamment Vita Music, Audrey Cordon-Rago par exemple. On passe tout de suite à la météo. Du côté de la météo, les conditions vont être plutôt fraîches. Ce qui arrive parfois en troisième semaine de Tour de France. On a parfois d'un coup des journées où il fait plus que 23 degrés. Alors fraîche, voilà, par rapport à d'autres journées et par rapport maintenant à nos 10 derniers mois de juillet. Avec des nuages, mais pas de risque de pluie. Le vent d'ouest pendant une grande partie de la journée, puis nord-est sur la dernière partie d'étape. Il sera à 3/4 face dans la ligne droite finale et de côté ou de face dans la majorité de la journée. Ce qui fait que dans la ligne droite finale, il va falloir être bon stratège. Du côté donc de la stratégie, échapper avec 10 coureurs, 6 bagarres pour le maillot à pois qui réussiraient à aller au bout. J'y crois pas des masses. Sinon, je vois 4-5 coureurs, victoire au sprint. Et encore de la bagarre pour le maillot vert, notamment pour les places d'honneur derrière Philipsen. Ça peut être un objectif, on va dire, parce que je ne sais pas si la deuxième place ou la troisième place, je ne sais plus si ça marque des points UCI ou pas. Avant, ça ne marquait pas de points UCI, mais je ne sais pas si avec le barème qui a changé, ça ne marque pas des points UCI maintenant. À vérifier, si vous pouvez vérifier dans les commentaires, n'hésitez pas à me l'indiquer. Et puis, il y a encore des équipes qui n'ont pas gagné, mais il y aura une grosse bagarre quand même dans le final, parce que avec ce vent de face, pas beaucoup d'équipes arriveront à maîtriser et un coureur seul pourrait très bien se débrouiller. L'arrivée en plus est quand même très belle pour passer à côté. Et puis les équipes de sprinteurs se seront refait la cerise la veille dans une étape où en plus pour le moment l'échappée n'a pas vraiment de chance d'aller au bout. Vu que j'enregistre cette vidéo, il est 15h46 parce que j'ai fait la vidéo sur la Coupe du Monde de football féminin. Du côté des favoris, je marque Christophe Laporte, je marque Brian Cocard bien entendu, Guermeil, et puis en grosse cote, j'ai décidé de mettre Luka Mesgek, c'est une grosse cote. Vous voyez, j'ai quand même plutôt favorisé des sprinteurs qui passent les bosses sur cette étape-là, parce que déjà on est en fin de Tour de France, donc ça veut dire qu'ils sont un peu plus frais. Et puis il y a quand même la cote de 3e catégorie dans le final, donc peut-être qu'on voudra faire péter des mecs comme Ronno Wegen, notamment dans le final. Et vous voyez aussi que j'ai pas mis Mats Pedersen, peut-être une erreur de ma part. Du côté du programme télé, départ fictif à 13h15, Châtillon entre 14h59 et 15h08, Montrond entre 15h54 et 16h07 et l'arrivée est prévue entre 17h11 et 17h31 pour cette étape. Eh bien nous, on se retrouve donc ce soir sur YouTube, juste après l'arrivée de cette étape sur TikTok, demain 7h, la présentation de l'étape du Markstein,
dernière grosse étape de montagne. Mais bon, au niveau du général, et ça ne devrait pas changer énormément de choses. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!